Bonjour, c'est Jean-Patrick Capdevielle et je suis dans la libre antenne de Radio People et je suis auteur, compositeur, interprète, producteur, éditeur, voilà, des tas de choses. Beaucoup de choses alors, voilà. C'est magnifique. Jean-Patrick, grand plaisir et tout. Comme je te le disais juste avant, mes 16 ans en 1980 et puis dans l'endroit où j'étais, il y avait une petite discothèque toute petite et puis il y avait des séries de slow, de reggae et de chansons françaises. Il y avait par exemple Trust Antisocial et puis il y avait Quand t'es dans le désert évidemment cette chanson, mais j'ai l'impression que on te parle beaucoup de cette chanson, on parle beaucoup de celle-là, mais c'est pas résumer la vie d'un homme, puis c'est pas résumer la carrière d'un auteur, compositeur et interprète comme toi. Est-ce qu'il y a des fois où tu te dis, mais attendez, j'ai pas fait que ça? Bah écoute, c'est très bizarre ce qui s'est passé avec cette chanson, parce que en fait, lorsque je suis parti d'Ibiza où je vivais pour aller enregistrer en Angleterre, quelques jours avant, j'ai entendu l'album de Cabrel qui sortait. Et j'avais une chanson qui ressemblait, mais à un point invraisemblable, à Je l'aime à mourir. Et c'était même pas possible de sortir ma chanson, parce que voilà. Mais j'avais que 8 chansons sur l'album, donc il fallait absolument que j'en réécrive une. Alors j'ai pris ma guitare, j'ai enchaîné 4 accords, et puis dans l'avion, j'ai écrit les paroles. Mais je l'aimais pas, cette chanson. Et je voulais même pas l'enregistrer. Et puis c'est les musiciens qui m'ont dit mais si elle est bien, j'ai enregistré là. Bon alors j'ai enregistré. Rentré en France, je voulais pas la mettre sur l'album. Alors la maison de disques m'a dit mais si il faut la mettre sur l'album. Et puis ensuite je voulais pas la mettre sur le single. Ils m'ont dit alors on a transigé, ça a été la phase B. Et c'est la chanson qui a été choisie par les médias et qui est devenue une chanson qui me poursuit 35 ans plus tard, quoi. Et alors, c'est quoi? C'est le public qui s'approprie à un moment donné et qui décide en finalité. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ça s'est passé d'une drôle de façon. C'est en fait, je parlais du thermonucléaire, mais j'en parlais parmi d'autres choses, comme je parlais du président de la République et du Premier ministre, mais j'en parlais parmi d'autres choses. Je parlais de la dérive d'un type, j'avais 33 ans à l'époque, de la dérive d'un type qu'on aurait pu imaginer comme, tu vois, à une époque pas très précise, puisqu'à un moment il rencontre Jésus, enfin, etc. Et ces éléments que je touchais comme ça du doigt, parmi d'autres choses, ont été repris par le public, en particulier l'histoire du thermonucléaire. Il y avait des grandes manifestations en Bretagne, et la première chaîne de télévision, je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque, est allée faire un reportage sur un bar dans lequel ils écoutaient Quand t'es dans le désert et reprenaient Quand t'es dans le désert, mais 10 fois par jour. Et c'était le centre de manifestations, etc. etc. Donc tout ça a explosé. En plus, j'avais une allure qui était différente de l'allure des chanteurs français. Il y avait peu de chanteurs qui avaient cette dégaine-là. Peut-être il y avait des groupes, mais des chanteurs isolés. C'était quoi? C'était rock ou bien c'était baba ou c'était un peu les deux? Non, c'était complètement décalé par rapport. C'était rock et bohème en même temps, quoi. Je veux dire, les gens me demandaient mais c'est qui votre styliste? J'avais pas de styliste. Moi, je m'habillais comme ça et puis c'était la grosse différence avec des tas de gens. J'avais pas de costume de scène. J'avais pas d'attitude de scène. C'était toi vraiment. C'était exactement moi, et c'est très curieux parce que quand j'avais quitté la France à un moment. La France me paraissait un pays complètement embourbé, où on voyageait pas, où on connaissait pas les pays étrangers. C'était au moment dans ma période hippie, quoi. Et la France avait une bande son pour moi. Ce que j'ai écouté, ce que j'entendais, c'était les yéyés. Je détestais ça. Je détestais cette musique-là, totalement. J'étais complètement dans la musique anglo-saxonne, et cette copie pâle de la musique anglo-saxonne, ça me sortait par les narines. Donc je m'en vais, je quitte la France, je vais vivre en Angleterre, je vais vivre aux États-Unis, je vais vivre en Espagne, et puis je me mets à composer d'une musique qui est la bande-son de ma vie, et qui n'a rien à voir avec ça, à mon sens. Je reviens, je propose ça, c'est immédiatement signé. C'est immédiatement signé, et ça marche très bien. La première fois que j'ai vu les Rolling Stones, ou Berthier, qui était au cinéma Le Berthier, qui était juste en face de chez moi, j'ai pensé je veux être ça. Si tu veux. Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de... C'était ça le rêve d'enfant? Le premier rêve d'enfant? Le premier rêve d'enfant, c'était d'être Elvis Presley. Un rocker, quoi. Oui. Elvis Presley, c'était le premier truc. Mais ma mère était fan d'Elvis Presley aussi, alors que mon père écoutait de la musique classique. Mais c'est vrai que le premier... Mais je voulais être Elvis Presley, mais je ne voulais pas lui ressembler d'une certaine façon. Tandis que les Stones, je voulais leur ressembler, ça c'est sûr. C'était l'esprit rock dans le mythe. Et puis avec les gesticulations anglaises et tout ça. Voilà. Moi j'ai un copain avec qui j'étais à Carnot, qui était l'héritier d'une famille beaucoup plus aisée que la mienne,
de financier, lui-même est devenu un grand banquier international. J'ai toujours été un peu en opposition, je me suis toujours senti pas à ma place d'une certaine façon. En fait j'ai eu les cheveux un peu plus longs que les autres assez vite, parce que j'avais les oreilles décollées et que je voulais les cacher. Et le fait d'avoir les cheveux longs m'a mis un peu à part aussi, quoi. J'ai été parmi les premiers, ensuite, beaucoup plus tard, à avoir les cheveux jusque-là. Je me faisais traiter de pédé à tous les coins de rue à Paris, et j'allais à Londres pour respirer un petit peu, quoi. J'allais à Londres pratiquement tous les week-ends. Et oui, comment on se construit? On se construit pas dans une lutte avec mes parents, que j'aimais beaucoup, mais comme si leur mode de vie n'avait rien à voir avec le mien, et je respectais leur mode de vie, je comprenais qu'ils vivent comme ça, etc., mais je n'avais pas du tout l'intention de vivre comme ça, et je l'ai manifesté très tôt. En plus, je me suis marié très tôt, j'ai eu des enfants très tôt, j'ai eu un fils, j'avais pas 19 ans, je me suis marié, j'avais pas 19 ans, et donc je suis parti, et donc là j'ai vécu exactement ce que je voulais. Je veux dire, j'avais plus la pression des parents. Je me suis ensuite assumé financièrement assez vite. Je suis entré chez Philippe Aki comme journaliste. J'ai travaillé très, très jeune. Un enfant, c'est un être qui n'a pas demandé à être là. On le fait soit par accident, soit par égoïsme, soit par envie de le faire, mais enfin, c'est pas lui qui décide, quoi. C'est pas lui qui décide. Je veux dire, il n'existe pas quand on le crée. Donc, je pense qu'on a quand même des responsabilités vis-à-vis de lui. Moi, j'en veux par exemple terriblement à mon grand-père que j'ai pas connu de s'être suicidé quand mon père avait 7 ans, quoi. Je trouve ça indécent, quoi. Je veux dire, j'ai aucune compassion pour cet individu-là. Donc ça a complètement conditionné ma vie, et ça a mis quelquefois des freins à mes délires, parce que mes délires étaient, bien, t'appellerais ça rock. Je veux dire, toute occasion d'expérience n'est pas à négliger. Je me souviens d'une époque quand on avait l'acide arrivé en petites pilules, comme ça, après les buvards, ça arrivait en petites pilules. J'en achetais par, je sais pas, une dizaine de petites pilules comme ça, je distribuais autour de moi, et ce qui restait, quelle que soit la quantité. Hop, ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On vit plus fort, on existe, Oui, dans cette époque-là, à ce moment-là. Oui, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe là, pour toi? J'avais l'impression d'aller jusqu'au bout d'une démarche, quoi. Il n'y avait pas une volonté de me démarquer, encore une fois, d'une vie pépère, plan-plan, dans laquelle je me serais totalement senti emprisonné. Il y avait plutôt le fait qu'il y avait là un chemin qui allait vers je ne sais quoi, mais qui allait quelque part. Et j'étais lancé sur ce chemin, et il fallait continuer, quoi. À ta main, sur l'annulaire, ouais, il y a une bague. On ne peut pas la manquer, celle-là. Ouais, il y a une bague, une tête de mort extraordinaire. Ça rappelle un peu celle de quelqu'un qu'on raconte cette histoire. Oui, en fait, c'est la même que celle de Keith Richards. C'est pas une imitation, c'est fait par les mêmes joailliers. C'est des gens qui lui ont fait c'est des gens qui étaient, j'ai oublié leur nom, mais c'est un duo de types qui étaient en école d'art avec lui. Et un jour, pour lui faire un cadeau, ils lui ont fait cette bague-là. Et ils ont cassé le moule, à vrai dire, ils ont cassé le moule, parce qu'ils en ont fait une pour lui, et ils ont fait exactement la même, ils ont resculpté exactement la même, d'après le même crâne. Et celle-là, ils la commercialisent, ils la font à la mesure, etc. Mais c'est des gens qui ont fait aussi la bague de fiançailles, la bague de mariage de sa femme, etc. Cet album-là, c'est pas un album intimiste, c'est un album de grande scène, c'est un album de grande scène, un album où tu as envie d'entendre les gens reprendre le truc en chœur, tu as envie d'être porté par ça. Tu vois, je veux dire, là je vais donc chanter demain, mais je chante 7-8 chansons comme ça, mais c'est un peu comme autour d'une table, tu vois, comme pour des amis. Je fais monter des gens qui ont appris à jouer de la guitare sur mes chansons, tu vois, je veux dire, je chante un couplet, puis eux ils chantent un autre, etc., etc. Mais déjà cette chaleur-là est extraordinaire. Et puis, mais la perspective d'avoir un groupe hyper en place, qui joue exactement ce qu'on veut qu'il joue. Moi j'ai une admiration mais éperdue pour les Foo Fighters. Les Foo Fighters, c'est pas exactement le style de musique que je fais, mais leur façon de... C'est des gens qui tous les jours jouent ensemble 3-4 heures. Tous les jours. Et
Et c'est un moment où un groupe devient comme une guitare ou un piano où qui te sert à t'accompagner, quoi. Ça fait partie. Et toi-même, tu es juste un instrument parmi les autres. Tu vois, ta voix est juste un instrument parmi les autres. C'est à ça que je voudrais arriver. Je voudrais arriver à faire un des bons groupes français. Voilà.